Nommé en août dernier gouverneur de la région des Plateaux, le général de brigade Dadja Maganaoui, lors d'une récente réunion, a fait un constat et un rappel à l'ordre à l'égard des employés des services publics de la région. Lors de cette réunion avec les chefs de département Akbalmi, il a mis l'accent sur le laxisme et l'inefficacité dont font preuve les employés des services publics. D'après le gouverneur, je cite, « Quand on vient au travail, on vient au travail. On ne vient pas pour regarder TikTok, envoyer des messages, faire des audios, s'amuser et partir. Ce n'est pas ainsi qu'on va construire le pays. » Fin de citation. À travers ses propos, le gouverneur Dadja souligne l'un des handicaps majeurs des services publics. Si le gouverneur Dadja a fait cette remarque, il propose également une solution en exhortant les chefs de département à montrer l'exemple. Il rappelle que leur rôle est crucial dans la conduite du développement de la région. Dans les suites de son discours, le général de brigade Dadja Maganaoui a rappelé à tous les fonctionnaires de redoubler d'efforts pour s'aligner sur la vision du gouvernement en matière de développement et y contribuer de manière significative. Lors de cette réunion, le gouverneur n'a pas fait qu'un rappel à l'ordre, il a également salué les efforts des forces de défense et de sécurité pour maintenir la paix et la sécurité dans tout le pays. À peine sorti de la menace de coupure électrique liée aux travaux sur le gazoduc ouest africain, le Togo doit faire face à une nouvelle difficulté. La compagnie énergie électrique du Togo CET annonce des travaux de maintenance sur l'une des centrales thermiques du pays du 4 au 25 mars 2025, ce qui pourrait entraîner de nouvelles perturbations dans l'approvisionnement en électricité. Ces travaux, initialement prévus en janvier, mais reportés en raison des opérations de raclage du gazoduc de la West African Gas Pipeline Company, visent à préserver l'intégrité des équipements de production. Cependant, l'arrêt temporaire de cette centrale réduira la capacité du réseau, augmentant le risque de délestage, notamment aux heures de forte consommation. Pour limiter l'impact, la CET prévoit d'accroître les importations d'électricité. Mais ces solutions restent incertaines car une surcharge sur les lignes d'approvisionnement ou un imprévu technique pourrait rapidement fragiliser la distribution. Le spectre des coupures plane donc toujours sur les ménages et les entreprises. Cette nouvelle annonce intervient alors que le pays vient tout juste de gérer la précédente crise énergétique. La récurrence de ces perturbations met en lumière la fragilité du système électrique national et interroge sur sa capacité à faire face aux imprévus. Les Togolais doivent-ils désormais s'habituer à ces perturbations récurrentes? Entre maintenance, aléas techniques et dépendance aux importations, l'approvisionnement en électricité semble plus fragile que jamais. Faut-il y voir une nouvelle routine ou un simple passage difficile? Une chose est sûre, la question de la stabilité énergétique du pays reste plus que jamais posée. L'hypertension artérielle est une maladie qui ne cesse de faire des victimes au Togo. D'après les chiffres du ministère de la Santé, la proportion de ces cas recensés est passée de 19,27% à 27% en 2021. Ces statistiques concernent les populations de 15 à 64 ans et sont réalisées sur le quart de la population togolaise. Si l'hypertension artérielle semble prendre du terrain, n'oublions pas que plus de 80% des victimes d'accidents vasculaires cérébrales AVC sont hypertendues et qu'environ 6000 cas d'AVC sont recensés par an selon les experts de la santé. Parmi les facteurs qui augmentent le risque d'avoir une pression artérielle élevée figurent entre autres la consommation excessive d'alcool et du sel, le manque d'activité physique et surtout la surcharge pondérale ou l'obésité. La gouvernance sur le continent africain n'est pas en bonne santé. L'indice Economist Intelligence Unite considère que l'Afrique ne comprenait en 2024 qu'une seule pleine démocratie. En effet, selon l'indice EIU 2024 de la démocratie dans le monde, Maurice est la seule pleine démocratie sur le continent. Autrement dit, la République de Maurice reste le pays africain le plus démocratique. 6 pays, à l'instar du Botswana, du Cap-Vert, de l'Afrique du Sud ou encore du Ghana, sont
sont considérés comme des démocraties imparfaites. Par contre, 16 pays sont gouvernés par des régimes hybrides. Dans cette catégorie, l'on peut retrouver entre autres le Sénégal, la Zambie, le Madagascar, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. 27 pays, quant à eux, figurent dans la catégorie des régimes autoritaires. Parmi eux se trouvent la Centrafrique, le Soudan, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Cameroun et aussi le Togo qui d'ailleurs est classé 29e pays avec un régime autoritaire sur le continent. Rappelons que ce classement est basé sur plusieurs critères regroupés en 5 grandes catégories. Il s'agit du pluralisme politique et le processus électoral, la participation politique, le fonctionnement du gouvernement, les libertés civiles et la culture politique. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a déclaré mardi que 221 enfants ont été violés par des hommes armés au Soudan depuis le début de l'année 2024 à ce jour. L'UNICEF a documenté des cas d'enfants violés lors d'attaques contre des villes dans 9 États du pays. Plus de 30% des enfants victimes de viols étaient des garçons, tandis que les autres étaient des filles. Parmi eux, on compte 16 enfants de moins de 5 ans et 4 nourrissons. Les données que nous avons obtenues des prestataires de services au Soudan nous montrent que ce phénomène est très répandu, qu'il s'est produit dans 9 États, rien qu'avec ces 221 cas de viol, dans 9 États, dans tout le pays, y compris Guédaref, Kassala, Al-Dezeira, l'État du Nord, le Nil, Khartoum, le Kordofan du Sud et 2 des États du Darfour. Et je pense que c'est un exemple du fait que cela est utilisé comme une arme de guerre au Soudan par toutes les parties au conflit et qu'aucune femme ni aucun enfant n'est en sécurité. Depuis que la guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée et ses rivaux paramilitaires, les forces de soutien rapide, avec des batailles à Khartoum et dans tout le pays, des violences sexuelles et des mariages forcés d'enfants des 2 côtés ont été rapportés. L'ONU a exprimé sa grave préoccupation après l'enlèvement d'au moins 130 malades et blessés par les rebelles du M23 à Goma. Selon les Nations Unies, le groupe armé a enlevé 116 patients de l'hôpital CBCA et 15 autres de l'hôpital Hill Africa de leur lit, sous prétexte qu'ils étaient des soldats de l'armée de la RDC ou des membres de la milice pro-gouvernementale. L'ONU rappelle que les hôpitaux doivent être protégés en toutes circonstances et exige le retour immédiat des patients pour qu'ils puissent recevoir leurs soins. Le M23 est entré dans la ville de Goma à la fin du mois de janvier et a depuis réalisé une avancée fulgurante dans l'est du Congo, s'emparant de territoires et accédant à des précieux minéraux. Depuis janvier, environ 7000 personnes ont été tuées dans l'est du pays et près d'un demi-million d'autres se sont retrouvées sans abri après la destruction de 90 camps de déplacés lors des combats, selon le gouvernement. La compagnie pétrolière nationale libyenne a annoncé lundi un appel d'offres pour l'exploitation de l'or noir du pays, une première depuis 17 ans. Reste à savoir si les investisseurs étrangers vont se bousculer alors que la Libye peine à retrouver son unité et sa stabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. En août dernier, le pays a perdu 700 000 barils par jour, les exportations ayant été interrompues en raison des rivalités concernant la Banque centrale. La Libye a besoin de 3 à 4 milliards de dollars pour atteindre une production de 1,6 million de barils par jour, selon son ministre du pétrole cité par Reuters. Le pays produit actuellement plus de 1,4 million de barils par jour. Il en a bien conscience, son nouveau gouvernement portera une responsabilité immense. Le futur chancelier allemand semble décidé à remettre l'Allemagne au centre de l'Union européenne, mais pas seulement. Depuis la victoire de son parti aux législatives, Friedrich Merz, qui pourtant est décrit comme un atlantiste, multiplie les déclarations fortes en faveur d'une Europe plus autonome des États-Unis. Ce lundi, devant la presse allemande, il a même affirmé que l'échange houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale avait été provoqué par les Américains. Une altercation qui, selon lui, correspond au comportement actuel du nouveau gouvernement à Washington. Face à l'isolationnisme croissant des États-Unis, Friedrich Merz, qui devrait entrer en fonction dans quelques semaines, souhaite une défense européenne commune.
Mais reste à savoir si son pays, dont l'économie est en berne, aura les moyens d'investir fortement dans le domaine militaire. En attendant, c'est à Paris, puis à Londres, que se sont tenus en urgence 2 sommets cruciaux pour l'Ukraine, mais également pour l'avenir du continent européen. Keir Starmer, qui veut lui aussi peser dans le débat sur la sécurité de l'Europe, est cependant confronté à un dilemme. Ne pas rompre avec son allié américain qu'il qualifie de très fiable, tout en se rapprochant de ses voisins européens, pris au dépourvu par Washington. C'est l'une des conséquences directes de l'escalade des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Washington a décidé de suspendre la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire. Donald Trump reproche au président ukrainien de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Ce que dément le dirigeant ukrainien qui affirme vouloir mettre fin à ce conflit le plus vite possible. Lors d'une conférence de presse, le président américain a de nouveau fait allusion à un éventuel départ de Volodymyr Zelensky. Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. Cette décision, qui prend effet immédiatement, concerne plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions qui devaient encore être livrées. Cette aide militaire avait été approuvée lors du mandat de Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, J.D. Vance a défendu la décision de Donald Trump et affirmé que son pays ne pouvait pas indéfiniment financer cette guerre. Le vice-président américain s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finira par discuter de paix. Pourtant, Kiev refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec la Russie, tant que les États-Unis ne lui accorderont pas des garanties de sécurité. Washington espère aussi faire pression sur l'Ukraine pour signer l'accord sur les minerais. C'est l'une des conséquences directes de l'escalade des tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Washington a décidé de suspendre la livraison d'armes et de munitions à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. Selon un responsable de la Maison-Blanche, il s'agit d'une pause pour réexaminer cette aide militaire. Donald Trump reproche au président ukrainien de ne pas faire assez d'efforts pour trouver un accord de paix avec la Russie. Ce que dément le dirigeant ukrainien qui affirme vouloir mettre fin à ce conflit le plus vite possible. Lors d'une conférence de presse, le président américain a de nouveau fait allusion à un éventuel départ de Volodymyr Zelensky. Somebody doesn't want to make a deal, and if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long, because I believe that Russia wants to make a deal. Cette décision, qui prend effet immédiatement, concerne plus d'1 milliard de dollars d'armes et de munitions qui devaient encore être livrées. Cette aide militaire avait été approuvée lors du mandat de Joe Biden. Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, J.D. Vance a défendu la décision de Donald Trump et affirmé que son pays ne pouvait pas indéfiniment financer cette guerre. Le vice-président américain s'est dit convaincu que Volodymyr Zelensky finira par discuter de paix. Pourtant, Kiev refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec la Russie, tant que les États-Unis ne lui accorderont pas des garanties de sécurité. Washington espère aussi faire pression sur l'Ukraine pour signer l'accord sur les minerais.